Donc c'est la correction de la suite du TP4. Donc on a déjà fait les exercices, les parties 1, 2, 3, et là on s'occupe de la partie 4. Donc on nous demande de programmer une fonction qui s'appelle UVZ, qui prend en entrée une liste appelée U qui contient au départ, en fait U0, V0, Z0, et cette fonction doit nous renvoyer une nouvelle liste qui contient UN, VN, ZN, sachant que UN, VN et ZN sont trois suites dont les relations de récurrence nous sont données dans l'énoncé. Donc, il me faut créer une fonction qui va renvoyer une liste que l'on peut... alors, est-ce qu'on a intérêt à l'appeler U on peut l'appeler U, ça ne nous pose pas de problème, il n'y a rien qui entre en contradiction avec ça dans l'énoncé. Donc la fonction doit s'appeler UVZ, elle doit prendre en entrée donc une matrice, une liste de 3 éléments notés grand U et un entier n. Donc je vais par commodité définir la matrice A, puisqu'en fait on peut commencer par formaliser la relation de récurrence qui nous est donnée par une relation matricielle, et en fait on aura la suite qui peut être définie par UN plus 1 égale A multiplié par UN, sachant que A est la matrice 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, j'ai oublié les 3 ici, pour la première ligne. Ensuite, nous avons 1 demi, 0 et 1 demi. Et pour la troisième ligne, 1 tiers, 2 tiers et 0. Donc ça, cette matrice A, on n'est pas obligé de l'écrire comme ça, mais je pense que ça va nous simplifier la vie. Ensuite, la matrice petit u, je vais la renvoyer comment? Tout simplement en faisant A à la puissance n que je vais multiplier par la matrice grand U. Bien sûr, il est possible de faire ce travail avec une boucle, mais je pense qu'ici, on a tout intérêt à calculer la matrice A à la puissance n et ensuite la multiplier par U. Donc on va pouvoir lancer cette fonction et regarder ce qui se passe. Donc la fonction exécutée, a priori il n'y a pas d'erreur de syntaxe, et je vais simplement... alors on nous donnait, je crois, U0, V0, Z0 dans l'énoncé. On nous dit de tester avec 1, 0 et moins 3. Et je vais calculer ça à l'indice, je sais pas moi, 15 par exemple. Et a priori, il y aurait un souci. Oui, c'est une matrice colonne, donc ici, il faut mettre des points-virgules. Voilà, ça fonctionne. Donc voilà la première fonction. Ensuite, on nous demande de proposer un programme qui va renvoyer une représentation graphique des suites UN, VN, ZN, avec U0 donc, qui vaut 1, V0 qui vaut 0 et Z0 qui vaut moins 3. Et on veut avoir toutes les valeurs donc, de n comprises entre 0 et 50. Bon. Bien sûr, on peut utiliser la fonction UVZ qui nous est donnée au-dessus. Petit problème là-dedans, enfin un problème mathématiquement, il n'y a pas de problème, mais informatiquement, il va y en avoir un. Quand on va calculer par exemple U50, enfin V50 et Z50, puisqu'il faudra calculer les trois en même temps avec cette matrice, eh bien je vais calculer A à la puissance 50. Bon. Mais précédemment, j'aurais déjà calculé A à la puissance 49. Donc j'aurais déjà élevé une matrice à la puissance 49, c'est pas mal de calculs. Et quand je vais élever à la puissance 50 derrière, eh bien je vais, si j'utilise la fonction UVZ, on va recalculer la matrice à la puissance 49 et on va la remultiplier par A. Bref, ce faisant, on va calculer tout le temps les mêmes produits de matrices. Et ça, on peut, informatiquement parlant, empêcher ça en faisant les produits de matrices petit à petit et en stockant les choses au fur et à mesure dans une liste. Donc, je vais laisser la fonction UVZ comme ça. Et pour la deuxième question, je pense qu'il est plus judicieux de travailler avec un petit script sans forcément passer par une fonction, bien qu'on pourrait l'encapsuler dans une fonction, et en tout cas de faire les produits au fur et à mesure. Donc, la première chose à faire, c'est de se donner, je vais me donner une liste
U au départ qui contiendra juste le premier élément, c'est-à-dire 1. Une liste V qui contiendra juste le premier élément, c'est-à-dire 0. Et une liste Z qui contiendra juste le premier élément de ma suite, c'est-à-dire moins 3. Et ensuite, je vais faire une boucle pour que, petit à petit, eh bien, ces trois listes s'étoffent. Et donc, à la fin, on aura une liste U qui contiendra tous les termes de la suite du rang 0 au rang 50, de la suite UN. Même chose pour la suite VN, même chose pour la suite ZN. Il n'y aura plus qu'à faire un petit disp pour terminer tout ça. Encore une fois, on pourrait utiliser la fonction UVZ, mais informatiquement parlant, c'est pas très judicieux parce qu'on va recalculer tout le temps les mêmes puissances de matrice. Donc, je vais prendre ma liste de départ. Est-ce que j'en ai besoin? Non, on va faire ça sans. Donc, il me faut une boucle for. Je vais prendre K qui va aller de 1 à n, puisque le U0, V0, Z0 sont déjà dans la liste. Je vais commencer par créer une matrice U, alors on pourrait s'en passer. Là-dedans, je mets U de K, je mets V de K, et je mets, j'ai fait une parenthèse en trop, Z de K. Et ensuite, ce que je vais calculer, c'est la matrice A multipliée par U. Et puis après, donc j'ai appliqué la matrice A au vecteur colonne UN, VN, ZN, ce qui me donne le vecteur colonne UN plus 1, VN plus 1, ZN plus 1. Et maintenant que j'ai ces trois valeurs, je n'ai plus qu'à les ajouter aux trois listes en question. Donc je reprends ma liste U, dans laquelle je vais mettre ici eh bien, grand U de 1, le premier élément de ma liste qui va me donner en fait le petit U du n plus 1. Je vais faire la même chose pour V. Je mets U de 2. Et pour Z, je fais la même chose. U de 3. Alors il y a juste un petit problème, c'est qu'ici j'utilise la matrice A que je n'ai pas définie, puisqu'ici la matrice A est définie de façon locale. Donc, je vais la remettre ici. Et donc à l'issue de ce... Et ici on indique que n valait 50. Donc à l'issue de cette boucle, j'ai mes 51 termes de la suite, donc du rang 0 au rang 50. Il n'y a plus qu'à faire ma représentation graphique. Donc mes abscisses. Ensuite je vais faire un plot 2D. Les abscisses, les ordonnées, avec la couleur 2, donc je crois qu'on a dit que c'était le bleu. Ensuite, je vais faire la même chose avec le V et je vais mettre 3. Et avec le Z, et je vais mettre 4. Et de cette façon-là, mes trois suites vont être représentées. Je lance ça. Ça fonctionne. Alors évidemment ici, vous ne voyez pas, mais... Hop, voilà, comme ça, tout est sur la même fenêtre. Vous avez la représentation graphique des trois suites. Donc vous voyez que les trois suites en fait oscillent, et puis il semble que tout le monde converge vers moins 1,5. Donc voilà pour l'exercice 4.1. Comme je le disais, donc on peut le faire avec la fonction UVZ, ça pose pas de problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on peut se donner cette chose-là. Voilà. J'aurai besoin de toute façon d'une boucle, donc ça ne va pas changer. Voilà, il faut que je crée mon vecteur U. Remarquez que U, on n'en a même pas besoin. Enfin si, U égale UVZ de mon vecteur initial, donc qui contient 1, 0 et moins 3. Voilà. Et je calcule le terme de la suite de rang K. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à refaire finalement la même chose qu'ici. Et ensuite, je dois réécrire ça. Donc les deux scripts, celui qui est ici et celui qui est là,
font la même chose, mais là-dedans, eh bien, la matrice A à la puissance n, elle est recalculée plein de fois de façon pas ni utile ni judicieuse. Donc tout ça, je vais le commenter parce que ça me paraît moins bon. Maintenant, sur papier, évidemment, ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà pour l'exercice 4.1. Passons à l'exercice 4.2. Dans cet exercice, on nous demande un programme pour renvoyer des représentations graphiques. Donc la première suite, c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2, U0 égale 1, U1 égale moins 1, et pour tout n, UN plus 2, c'est 4UN plus 1, moins 4UN. On va, là aussi, se lancer dans une liste. Donc premier terme de la liste 1, deuxième terme de la liste moins 1. Et ensuite, je vais donc faire une boucle. Je remplis les termes à partir du rang 2 jusqu'au rang n. Donc évidemment ici, je peux commencer par demander la valeur de n. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ma liste U, elle reprend la précédente, et il faut que j'ajoute le nouveau. Comment est-ce que j'ai le nouveau? Je dois faire 4 fois le terme précédent. Alors là, il faut savoir qu'il y a un petit décalage d'indices, puisque nous, la suite, on l'a numérotée, on l'a indicée à partir du rang 0, et les listes dans Scilab sont indicées à partir du rang 1. Donc ça, pour Scilab, c'est le terme d'indice 1, celui-là, c'est le terme d'indice 2. Donc quand je commence à k égale 2 ici, il faut que je fasse, que je prenne l'élément de rang k, qui correspondra en fait au k-1 de la suite, moins 4 fois l'élément de rang k-1. Et de proche en proche, eh bien, tous les termes de la suite vont se calculer. Toujours pareil, mes abscisses et un plot 2D de x en abscisse, u en ordonnée, et par exemple, je mets rien, comme ça la couleur sera noire. Un petit CLF pour effacer le graphique avant de commencer, et on peut lancer tout ça. Alors c'est l'exercice 4.2, on a dit. Voilà, je le sauvegarde, je lance. Il me demande une valeur de n, je vais mettre 100. Et voilà ce que l'on obtient. Alors c'est très étrange que tout d'un coup, enfin tout reste très petit et tout d'un coup, tac, on descend énormément. On va relancer ça en mettant ici 50. On a un peu le même comportement, c'est très bizarre. Remarquez, non, en fait, non, c'est pas si bizarre que ça, parce que c'est clairement une suite récurrente linéaire d'ordre 2, donc quelque chose qui va nous donner la somme, enfin qui peut donner la somme de deux suites géométriques, donc avoir une croissance, enfin ou une décroissance en exponentielle. Donc non, c'est pas si étrange que ça. On va mettre une petite valeur. Non, ça a l'air plutôt normal. Bon, je me suis retrouvé. Bon, ben voilà. Voilà donc ce que l'on obtient pour la première question de l'exercice 4.2. Ensuite, on veut une autre suite. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Sauf que la suite, elle est arithmético-géométrique. Et donc, on a une récurrence à un seul pas. On n'a pas besoin des deux termes précédents. Mais on peut faire la même chose. Donc, je vais appeler V la liste qui va contenir les termes de la suite. Je vais cette fois de 1 à n, et ma liste V, je prends l'ancienne liste V et je viens lui ajouter 3 fois V, que je ne me trompe pas, de K, plus 2. Le X n'a pas changé, alors du coup je vais lui mettre une couleur, celui-là je vais lui mettre 2. Et ici je vais lui mettre 3. Alors évidemment, c'est pas spécialement judicieux parce que les deux suites ne doivent pas fonctionner du tout de la même façon. Donc là ici je vais juste cacher le plot.
Ici j'ai mis U, non, il faut mettre V, voilà, comme ça marche mieux. Erreur classique, voilà. Donc ici on a ce genre de suite. Voilà pour l'exercice 4.2. L'exercice 5 est un exercice que je trouve extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc l'exercice 5, enfin les exercices du 5 vont nous faire parler de programmation récursive. Qu'est-ce que c'est que la programmation récursive? C'est programmer des fonctions, mais des fonctions qui vont s'appeler elles-mêmes. Alors évidemment, si pour pouvoir exécuter une fonction, il faut que j'exécute la fonction, il y a un risque fort que la machine tourne en boucle. Mais pour la programmation récursive, on va utiliser en fait un si dans l'histoire. Et on va dire que dans certains cas, on va appeler cas de base, eh bien, la fonction va renvoyer une valeur directement sans s'appeler elle-même. Et dans les autres cas, eh bien, la fonction va s'appeler elle-même. Alors évidemment, il y a quand même quelque chose à vérifier là-dedans, c'est que quand la fonction s'appelle elle-même, il faut qu'au bout d'un certain moment, on arrive sur le cas de base pour que le calcul puisse être effectué. En attendant d'arriver au cas de base, schématiquement, l'ordinateur va conserver en mémoire tous les résultats intermédiaires et surtout tous les calculs intermédiaires, de façon à ce que quand on sera sur le cas de base et donc que la fonction récursive renverra une valeur, et bien derrière la machine puisse faire tous les calculs qu'elle avait laissés en suspens pour afficher le résultat final. Cette programmation récursive, c'est assez pratique parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, les fonctions, les suites surtout, nous sont souvent données par des relations de récurrence, et la programmation récursive va nous aider à programmer facilement ces relations de récurrence. Par contre, l'inconvénient de la médaille, le revers de la médaille, c'est que ces fonctions récursives, comme il faut conserver en mémoire tous les résultats intermédiaires, tous les calculs intermédiaires, s'il y a beaucoup de données à conserver, il se peut qu'on sature la mémoire de l'ordinateur. Alors rassurez-vous, Scilab a une protection pour ce genre de choses, puisque au bout de 1000 étapes, si jamais on dépasse les 1000 étapes dites de récursivité, eh bien le programme s'arrête, même s'il n'est pas arrivé à faire le travail qu'on voulait qu'il fasse. On nous demande, pour commencer, de programmer une fonction qui s'appelle binôme et qui va calculer le coefficient binomial p parmi n. Évidemment avec de la programmation récursive. Alors, un petit plantage plus loin, on reprend donc la fonction binôme. Donc, c'est une fonction... Hop, si je tape pas dans la bonne fenêtre, ça ne marche pas. Donc, la fonction, elle s'appelle binôme, on a dit. Donc, b égale binôme de n et de p. Et elle doit renvoyer le coefficient binomial p parmi n. Il peut se passer deux choses. Ici, on sait très bien calculer ces coefficients binomiaux dans un certain nombre de cas, notamment quand P est égal à 0 ou que P est égal à N. Dans ces deux cas-là, on sait très bien calculer le coefficient binomial puisqu'il vaut 1. Par contre, si jamais on n'est pas dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour faire ce travail ? Eh bien, en fait, on va utiliser, comme ça nous est rappelé dans cet exercice 5.1, on peut utiliser la formule dite du triangle de Pascal, ou la formule de Pascal. Comment est-ce que je calcule un coefficient binomial ? Eh bien, P parmi n, c'est égal à donc P parmi n-1 plus P-1 parmi n-1. Donc, je fais la somme de deux coefficients binomiaux, en faisant parmi n-1 P plus, toujours parmi n-1, je prends P-1. Voilà. Et de cette façon, de proche en proche, tous les coefficients binomiaux, enfin le coefficient binomial va pouvoir se calculer en fonction des précédents et de la formule de Pascal. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil la formule de Pascal, mais est-ce que ça ne serait pas plus rapide d'utiliser la formule avec des factoriels ? Le problème des factoriels, c'est que, d'une part, il faut les calculer. Donc quand vous calculez un gros factoriel, il y a un gros produit à faire et ça va vous donner un résultat très gros.
Vous devez calculer donc la factorielle qui est au numérateur, les factoriels qui sont au dénominateur, donc ça va faire des produits très gros, et vous devez faire une division de nombres très grands. Que va faire la machine? Eh bien, même si le résultat est un entier, eh bien, elle va calculer sur des valeurs rapprochées. Et donc finalement, alors on sait très bien que les coefficients binomiaux, certes, ça donne relativement vite des valeurs assez grandes, mais en tout cas beaucoup moins que les factoriels. Et une fois en fait que ces coefficients binomiaux vont être calculés, eh bien on va avoir que des valeurs rapprochées, même pour des nombres qui, finalement, pour le résultat final, ne sont pas si grands que ça. Donc déjà, ça nous pose ce premier problème de valeurs rapprochées, mais ça nous pose aussi le problème que la machine va travailler avec des nombres flottants, des réels en fait, au lieu de travailler avec des entiers, et ça prend aussi plus de temps à calculer. Donc vraiment, la formule du triangle de Pascal nous donne un algorithme pas si compliqué que ça quand on le programme récursivement, comme on vient de le faire, mais aussi et surtout quelque chose qui va nous donner des résultats fiables pendant beaucoup plus longtemps que si on utilisait la formule avec les factoriels. Donc je lance ça, ça a l'air de fonctionner, on va faire un essai, binôme. Si je calcule avec 6 et 1, ça doit me donner 6, et ça fonctionne. Donc voilà pour cette fonction qui nous renvoie le binôme P parmi n. Deuxième question de cet exercice, on nous demande d'améliorer le programme en proposant donc une nouvelle fonction qu'on va appeler table binôme qui renvoie la liste des listes des coefficients binomiaux. C'est-à-dire qu'on va lui dire, je ne sais pas moi, n égale 30, et on aura tous les coefficients binomiaux qui correspondent à n égale 1, à n égale 2, à n égale 3, jusqu'à n égale 30. Donc ça fait pas mal de choses à calculer. Et pour ça, bien sûr, on peut utiliser cette fonction-là, mais le problème, c'est que si je vais calculer les coefficients binomiaux parmi 30, eh bien à chaque fois, les coefficients binomiaux parmi 29 vont être recalculés, et ainsi de suite. Alors que si on stocke tout dans une liste, enfin une liste de listes pour être précis, on va pouvoir se servir des valeurs qu'on aura calculées précédemment, la ligne d'au-dessus, pour faire notre travail, et on ne sera pas obligé de recalculer tout le temps les mêmes coefficients binomiaux. Et bien sûr, ça va nous simplifier un petit peu la tâche, enfin ça ne va pas nous simplifier la tâche de programmation, évidemment, mais ça diminuera significativement le nombre de choses à conserver en mémoire, et comme on ne recalculera pas toujours les mêmes informations, ça diminuera également le nombre de calculs à réaliser pour remplir toute cette liste. Donc pour cette deuxième partie, on nous donne le début. Alors je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple. Même s'il y a une petite erreur dans ce qui est tapé. Donc le début de cette fonction qui s'appelle table binôme. Alors, donc si n égale 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans ce cas-là, on aurait même pu faire parmi 0, mais ça n'a pas tellement de sens. Je peux mettre un else ici, ça serait beaucoup mieux. Ensuite, donc, il faut que je remplisse ma table. Voilà. Alors, il y aura peut-être des choses à corriger. Mais sinon, on verra ce qu'on va mettre. Donc déjà, il peut se passer une chose, si jamais n égale 1, les deux coefficients sont 1 et 1. Remarquez qu'on aurait même pu faire si n égale 0 et prendre les coefficients tout simplement 0 et 1. Bon. Ensuite, je vais remplir, si jamais ça n'est pas le cas, je commence par remplir ma liste en disant que je vais refaire la table de binôme, mais pour le rang n-1. Et ensuite, je vais compléter ce tableau pour le rang n. Qu'est-ce qui se passe ici pour n et 1? Remarquez qu'on a toujours ce souci de décalage en fait. Bin n1, en fait, ça c'est le coefficient binomial 0 parmi n, qui sera stocké dans cet endroit. Donc 0 parmi n, ça vaut toujours 1. Ensuite, ma boucle, pourquoi il y a d'où, je n'en sais rien. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? Je vais remplir chacun des coefficients binomiaux.
Et donc pour ce faire, je dois aller piocher dans la ligne précédente de la table, n-1, à l'indice i, plus, toujours dans la ligne précédente, mais à l'indice i-1. Ça va me remplir presque toute la ligne, sauf, évidemment, je dois ajouter un coefficient, donc c'est ce qui est écrit ici, bin n plus 1. Et dans ce cas-là, bien sûr, j'ai 1, puisque le coefficient n parmi n, que je retrouve ici, alors certes, il y a écrit ici n plus 1, mais on n'oublie pas qu'à cause du décalage de numérotation des listes entre ce que Scilab fait et ce que nous on veut, eh bien, on a ça ici. Et donc voilà, on a écrit une fonction récursive qui nous génère tout ça. Donc normalement, ça devrait fonctionner, on va le lancer. Voilà, table binôme. On va le lancer pour une petite valeur, par exemple pour 5. Donc vous avez 1 et 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. On a bien tous les coefficients binomiaux qui s'affichent. Donc je répète le procédé algorithmique. Donc d'abord, ce qui se passe, si jamais n est égal à 1, donc les coefficients parmi 1, eh bien ici, on aurait même pu faire si n égale 0, on ne met que la liste qui contient 1. Choisir parmi 0 éléments, on n'a qu'une façon de le faire de toute façon. Donc ici, si n égale 1, 0 parmi 1 ça vaut 1, 1 parmi 1 ça vaut 1 aussi. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, si jamais n n'est pas égal à 1, eh bien, je dois remplir une nouvelle ligne, mais il a fallu que je recherche les précédentes. Et grâce à la programmation récursive, je dis que je remplis les lignes précédentes en appelant la fonction table binôme, mais pour le rang d'avant, ce qui permettra en fait de remplir le rang d'avant, et ainsi de suite. Et donc je me focalise sur juste le remplissage de la dernière ligne. Pour la dernière ligne, donc le premier coefficient c'est 1. Ensuite, grâce à la formule de Pascal, je remplis les précédents coefficients. Et donc, alors certes, je pourrais utiliser la fonction de binôme ici, mais j'ai plutôt intérêt, comme j'ai stocké tout ce qu'il y avait avant, j'ai plutôt intérêt à aller piocher le coefficient qui va bien dans la ligne juste au-dessus, c'est celui-là, plus le deuxième coefficient, puisque la formule de Pascal, c'est la somme de deux coefficients, et il y a un nouveau coefficient que je vais ajouter, c'est 1. Donc là, par exemple, si je regarde ce que j'ai ici, si je fais ça entre guillemets à la main, donc la fonction rentre là-dedans. Je dois remplir ce qui se passe pour 5. Donc évidemment, n n'est pas égal à 1. Je commence par remplir pour la ligne égale à 4. Et là, l'ordinateur ne sait toujours pas la faire. Donc il va essayer de remplir pour la ligne égale à 4, il n'est toujours pas égal à 1. Il arrive ici, il doit remplir pour la ligne égale à 3. Il revient un coup ici, la ligne égale à 2, la ligne égale à 1. Et là, il sait faire. Donc là, il commence par remplir 1 et 1. Donc au départ, on a juste ça. Ensuite, il a retenu qu'il était arrivé à ce point-là pour la valeur suivante de n. Donc là, il revient au point d'arrêt où il s'était arrêté dans le programme, et il sait que pour n égale 2, c'est là qu'il est arrêté, il doit faire tout ce travail. Donc il remplit ici 1. Ensuite, il va faire une boucle de 2 à 2. Donc il doit remplir ce coefficient-là. Et donc il doit prendre le précédent, plus, enfin le précédent juste au-dessus, plus le précédent dans la colonne juste de gauche, 1 plus 1, 2. Et il remplit celui-là. Il a fini sa boucle, et il met le dernier coefficient qui vaut 1. Comme il doit remplir des matrices qui sont entières, il a aussi rajouté, même si on ne lui a pas demandé, il le fait, pour que ça nous fasse des matrices rectangulaires en quelque sorte, il vient de remettre le 0 qui était ici. Et là, il est capable de donner table binôme de 2. Il se rappelle que cette table binôme de 2 eh bien, faisait partie d'un bout de script qu'il a conservé en mémoire, ce qui se passait ici pour n égale 3. Donc pour n égale 3, il revient ici, il fait les calculs qu'il n'a pas fait, donc il remplit avec le 1, le 3 il le calcule, le 3 il le calcule, il rajoute le 1, et puis pour que la matrice reste complète, il remet les 0 au-dessus. Et là donc, il est capable de ressortir cette ligne-là. Très bien. Donc là, il a... je vais plutôt le faire comme ça, bon, il ne veut pas grave. Donc j'ai ce petit bout de matrice. Il se rappelle qu'il a un bout de programme en cours d'exécution qui correspond à n égale 4. Et donc maintenant, il fait le bout de programme correspondant à n égale 4. Et même chose, une fois qu'il l'a fini, il sait qu'il était arrêté à un bout de programme pour n égale 5, et il le termine. Et voilà comment se passe la programmation récursive.
Donc voilà pour cette partie 5. Donc la dernière partie, c'est une partie un petit peu plus compliquée et pour les cubes, enfin un peu plus compliquée, je la trouve pas vraiment si compliquée que ça, mais c'est pas très grave. On nous demande donc de fabriquer la matrice compagnon d'un polynôme. Alors on nous dit hein, dans l'exercice 6.1 ce que c'est que la matrice compagnon d'un polynôme. Donc je vais créer ma fonction qui va renvoyer la matrice C, dite matrice compagnon. On dit d'appeler la fonction matrice comp. Et elle doit prendre une liste A qui va contenir les différents coefficients du polynôme. Bon. Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Je dois d'abord savoir quelle est la taille de la matrice A. Donc, je vais appeler ça N. Voilà. J'ai la taille de la matrice A. Très bien. Ensuite, ma matrice compagnon. Je vais la créer par bloc. Donc, si on regarde tout ça, j'ai comme bloc d'abord une liste qui contient des zéros. Donc, la matrice 0, je crois que c'est la fonction 0. Alors, comme je ne veux pas dire de bêtises, alors je crois que vous ne voyez pas cette chose-là, mais M, le premier paramètre, c'est le nombre de lignes et le deuxième, le nombre de colonnes, je crois. C'est pas indiqué là-dedans. On va faire un essai. Donc si je fais 1 et 5, c'est exact, c'est ça que je veux. Donc une ligne et 5 colonnes. Donc je veux d'abord une première ligne, alors sauf le dernier coefficient, donc une première ligne avec n-1, 0. Ça, c'est ma première partie de la matrice. Ok. Ensuite, là-dessous, qu'est-ce que je veux? Je vais mettre un point virgule. Je veux la matrice identité de taille n-1. Bon. Alors, on va faire un petit essai ici pour être sûr de notre coup. Alors, je crois qu'ici, il faut lui donner 2 fois les paramètres. Donc, hop, hop. On peut avoir des matrices. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai bien ma première ligne de 0 et ici, donc la première diagonale avec des 0 et sous la diagonale, une sous-diagonale, entre guillemets, avec des 1. Sauf que ma matrice, il lui en manque un morceau. Il faut que je lui adjoigne la transposée de la matrice A. Enfin, très exactement, l'opposé de la transposée de ma matrice A. Donc la matrice transposée, si je me rappelle bien, hop, je crois que c'est un prime, donc voilà. C'est bien ça. Donc ici, je crée une matrice, hop, une matrice avec une matrice. Et là-dedans, j'ai donc la matrice A' avec un moins. Et là, ça doit fonctionner. On va faire un test. Il me demande de le sauvegarder. C'est l'exercice 6.1. Voilà. Et donc, je vais calculer la matrice compagnon associée donc à la liste. Je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre 1, 1, 1. On va voir si ça fonctionne. Ah. Si je fais ça comme ça, c'est peut-être une opération pointée. Je mets un moins point, un point moins devant. Oui, d'accord. On veut faire ça. Si je fais A',
mettre une matrice de 0 avec n-1 ligne et une colonne, et on va lui retirer A'. Bon, il y a un truc qui va pas. Alors déjà, on va reprendre ça. Voilà. On l'enregistre. Alors le truc que je comprends pas, c'est que ça fonctionnait très bien ici. Hein, je pense savoir d'où vient le problème. Ça doit être dans Size. Oui. Donc ici, il me dit une ligne et 3 colonnes. Donc ici, il faut que je reprenne deux infos. C'est N et P. Et donc ici, c'est P qui m'intéresse. C'est aussi bête que ça. Hop, je relance. Non, c'est ça que je voulais. Très bien. Et donc maintenant, ici, je vais ajouter la matrice A'. Est-ce que ça fonctionne? Ah, bon. On progresse. On progresse. Je comprends pas pourquoi il n'en veut pas. Bon. Il va y avoir une toute petite subtilité à laquelle je ne fais pas attention. Donc il me renvoie ici bien des matrices avec 3 lignes. Et donc si je veux ajouter normalement une matrice, que je veux la construire par colonne, c'est une virgule qu'il me fallait ici. Voilà, alors sauf que je veux pas A', mais je veux moins A'. Voilà, ça fonctionne. On arrive à la faire en une fois. Alors après, hein, tout l'objectif, hein, si on veut se calquer sur ce qui était demandé, c'était de la faire en une ligne. Ça fonctionne, mais alors on est vite tributaire de petits détails qui demandent un petit peu de test. Donc ici, size ne renvoie pas une seule valeur, mais en renvoie deux. Il renvoie le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et ensuite, effectivement, je remplis en quelque sorte ma matrice par ligne, avec ici ma matrice en ligne. Donc d'abord le début de ma ligne, qui est une matrice que j'ai elle-même remplie avec 2 lignes, et ensuite virgule, le reste. Ouf, voilà cette matrice compagnon. Donc voilà pour cet exercice 6.1. On y est arrivé. Le dernier exercice de ce TP, il s'agit d'une suite que l'on veut, représenter. Cette suite nous est donnée par un produit. Alors bien sûr, on pourrait tout à fait calculer les différents termes du produit les uns après les autres, sauf qu'on a du factoriel n et au dénominateur un produit, et quelque chose qui peut être très lourd à calculer, mais pour lequel on va pouvoir s'en sortir relativement facilement en utilisant une relation de récurrence que l'on peut déterminer assez facilement. Donc le prototype de la fonction, le voici. Je dois écrire une fonction donc, qui va me calculer U alpha. Voilà, hop. Voilà. Et qui va me générer la liste des n premiers termes de la suite. Donc ici, U, je vous propose de mettre le premier terme de la suite. Que se passe-t-il
pour n égale 0, tout simplement, vous avez factoriel 0 qui vaut 1, divisé par le produit de 0 à 0, des alpha plus k, donc uniquement ce qui se passe pour k égale 0, donc c'est 1 sur alpha. Pas dire de bêtises, il n'y a pas de puissance ici, donc c'est 1 sur alpha. Et ensuite, je vais remplir le reste de cette chose-là, le plus simplement ici du monde, avec une boucle for. For i égale, donc je commence à calculer le premier terme, jusque le dernier terme de la suite, donc, enfin le dernier terme du produit, donc n. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire que ma liste U, je la remplis en fait. Alors, soit je fais comme ça, et je dis que pour remplir U, je fais appel au précédent, mais on n'oublie pas qu'à cause de la numérotation ici, je prends U de I, et je vais multiplier ça par le terme suivant. Quel sera-t-il? Eh bien, j'aurai ici I divisé par alpha plus I. Et de cette façon, le produit va se faire petit à petit, tout simplement parce qu'un factoriel, c'est un produit. Donc ce un de alpha, on peut l'écrire comme le produit des k, hein, pour k égale 1 à n, le produit des k divisé par le produit de k égale 0 à n de ce qu'il faut. Et donc on a une relation de récurrence relativement simple qui nous dit que pour calculer un terme de la suite, je prends le précédent et je le multiplie par ce qui manque dans mon produit. Donc ce qui manque dans mon factoriel, c'est le i ici. Et au dénominateur, j'ai la multiplication par alpha plus i. Et donc voilà ce qui me donne tous les termes de la suite qui sont stockés dans une liste. Remarquez que ici, on peut s'y prendre autrement. Alors la boucle for, on ne peut pas y couper. Celui-là, on doit le laisser comme ça. Alors on peut noter les choses différemment en mettant U une liste vide, en remplissant le terme de rang 1, et ensuite pour la liste U, en calculant simplement le terme suivant. Donc une autre façon de faire, c'est d'écrire les choses comme ça. Voilà, je remplis le terme de rang 1, et ensuite ici, je vais remplir le terme de rang i plus 1, que je calcule de la même façon. Ça revient au même. Mais simplement, j'utilise une autre façon de gérer les listes. En fait, hein, je ne dis pas que je prends une liste et je viens lui ajouter un terme. Je dis que j'ai une matrice et je complète les valeurs de la matrice. Ça revient au même. Ensuite, on me demande de compléter ce script pour avoir une représentation graphique de tout ça. Donc, n qui seront donc les abscisses, par exemple. Enfin oui, de toute façon, vu comme c'est donné là-dedans, c'est forcément les abscisses. Donc nous, on va aller donc de 0 jusqu'à n, sachant que n sera une valeur donnée au-dessus. Que s, ça sera le u alpha de n et de alpha, pas de problème. Et ensuite, on fera un plot de d, de n et de s. Seulement si on fait ça, eh bien, il va falloir qu'on précise une valeur de alpha et une valeur de n. Et en plus, la valeur de n, donc, si je la modifie, il faut qu'on la mette deux fois. Donc il y a deux façons de s'en sortir. Soit je fais de input, ça marche très bien. Soit au lieu de faire de input, j'encapsule ça dans une fonction et ce qui revient au même. On va lancer, et puis ça sera terminé normalement. Donc c'est l'exercice 6.2. Voilà. Et donc, il me demande une valeur de n. Je vais mettre par exemple 10, on va faire petit. Une valeur de alpha, je vais mettre 2. Voilà, et donc j'ai là aussi le
le graphique qui se fait. On peut le relancer une deuxième fois. On va mettre 100 valeurs, et pour alpha, je vais mettre 0,1 par exemple. Vous remarquez que j'ai quelque chose d'autre ici, quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà pour ce quatrième TP de Scilab.